Tente. Ah ouais, hein? Ah oui. Non, mais hey, ça enregistre, là? Je pense que oui. Hein? Ah, ok. Attends un peu. Comment qu'on fait? Bon, c'est rouge. Mhm. Ça record. Ah oui. Là, Yann, c'est le bout qui va se dire. Tente. Ah ouais, hein? Highway to the danger zone. Highway to. Asti. Pauvre Yann, il va écouter ça. Ok, bonjour, bienvenue tout le monde sur un nouvel épisode de Sur la route de la précision. Là, d'habitude, c'est Yann qui fait les intros, mais Yann n'est pas là, fait que c'est moi qui l'essaye, ça va peut-être être tout croche, mais c'est pas grave. Fait que aujourd'hui, Étienne, je suis avec Phil, on est sur la route pour se rendre au match de Field of Dream, un match régional toujours pour la région New England, un match de PRS. On vient de traverser les douanes, ça a bien été, un petit peu d'attente, mais comme d'habitude, ça va. Ils sont rendus habitués de nous voir, là. Fait que ça va toujours bien. Euh, Sujet aujourd'hui qu'on voulait couvrir, ça fait un bout qu'on en parle. Dry fire. Qu'est-ce qu'on fait comme entraînement? Puis, dans le fond, ça va tourner beaucoup autour du dry fire. Euh, Quand on parle de. Juste avant de partir, là, quand on parle de dry fire, euh, on fait référence à du tir à sec, du tir pas de vraie balle. Puis, moi, j'utilise pas de dummy rounds, de fausses balles. Toi, Phil, t'en utilises-tu? Je n'ai utilisé. Ah ben, premièrement, bonjour tout le monde. Allô? Allô. Au début, quand j'ai commencé, je l'utilisais de peur de briser une firing pin parce qu'il y avait des mythes et légendes à ce sujet-là. Exact. En gros, on en reparlera plus tard si on veut, mais j'en ai utilisé au début, j'en utilise plus pantoute depuis plusieurs années. Ben, moi, c'est pareil. J'en ai fait un peu au début, mais, tu sais, dans le fond, les carabines modernes, là, les bolt action modernes, il n'y a pas de danger à les tirer à sec. Et on peut le dire, très, très at large, là, tous les modèles récents, toutes les carabines modernes, en center fire, il n'y a aucun risque des dry fire. En rim fire, les 22 LR, les percussions annulaires, là, par exemple, je suis pas prêt à mettre le statement at large parce que c'est la façon qu'ils sont faites, vu que c'est une percussion annulaire, la firing pin souvent est désaxée par rapport au centre du canon. Fait que quand tu tires à sec, la firing pin va aller taper la face du canon, ce qui peut causer des risques de casser la firing pin. Mais en center fire, en percussion centrale, quand tu tires à sec, ta firing pin, elle s'en va dans un trou, elle frappe rien. Fait qu'il n'y a pas de danger. Puis, personnellement, je pense que c'est plus sécuritaire de ne pas en mettre. Comme ça, tu es sûr et certain de ne pas te tromper avec une vraie balle. Parce que ça, malheureusement, ça pardonne pas. Si tu pensais que tu faisais du tir à sec puis que tu as mis une vraie balle dedans en place, ben ça peut être extrêmement dangereux. Fait que, règle de sécurité de base Ouais. du dry fire, Bien important. faut observer, bien entendu, toutes les mêmes règles de sécurité que d'habitude, même si on n'utilise pas des vraies balles. Puis il faut faire attention à ne pas devenir négligent, bien entendu. Mais surtout, c'est ça. Mettez pas de dummy. Mettez-en pas. C'est Non. plus facile de même. Puis t'as pas de risque de te tromper, de te mélanger, d'interchanger deux patentes, puis de causer une catastrophe. Mais à part de ça, le dry fire, c'est ultra sécuritaire et c'est vraiment pas cher. Fait que Ah non, il y a un avantage majeur dans le dry fire, c'est ça te coûte du temps, ça te coûte pas de l'argent. Parce que d'un côté, c'est un sport qui est dispendieux, tu sais, l'achat Oui. tu sais, qu'on fasse du rechargement ou qu'on achète des balles de production, c'est dispendieux. Puis, on a l'avantage de pouvoir beaucoup travailler différents aspects du tir, des techniques, peu importe, d'utiliser de l'équipement, de se Mhm. familiariser avec tout ça. Ça coûte pas une scène, puis on peut le faire quand on veut, on peut arrêter quand on veut. Puis c'est selon notre horaire, tu sais, c'est très versatile. Puis moi, ce que je trouve aussi, c'est que tu sais, tu parles de rechargement, là, mais t'as pas besoin de reloader tes balles. Fait que le temps que tu peux le passer à t'entraîner puis à développer certains skills puis certaines techniques au lieu de le passer encore à recharger pour après ça aller tirer. Tu sais. Ah ouais. C'est sûr que c'est important d'aller s'entraîner puis tirer live, là. Mais le point qu'on. Tu sais,
on nous demande souvent, en tout cas moi, on me demande souvent qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner. Puis souvent, je vais répondre, la majorité de mon training, je le fais dry fire. Parce que je suis convaincu que tu peux aller chercher énormément d'amélioration juste avec ça. Puis au final, on y reviendra, là, mais dans le fond, c'est que tu inculques une mémoire musculaire. Puis le tir, c'est beaucoup ça, c'est d'appliquer une technique dans les plus fins détails, le plus constamment possible. C'est de reproduire le plus fidèlement possible les mêmes micro-détails. Fait qu'aller pratiquer même à sec, je suis convaincu que tu inculques une mémoire musculaire à ce geste-là. Puis après ça, ben, tu vas le reproduire plus instinctivement, même quand ça va être avec du vrai tir. Oui, ça devient machinal à un moment donné. Tu n'es plus dans la pensée de le faire, tu l'exécutes tout simplement. Puis c'est là que ça devient beau. C'est que, tu sais, tout devient plus smooth, plus fluide, puis la vitesse augmente, les erreurs diminuent, tu sais, là, c'est exponentiel si on veut. Là. Puis, tu sais, ta quête là-dedans, un autre point que ça me fait penser, c'est, tu sais, quand tu commences, là, ton cerveau, il est comme... Quand tu commences tes premiers matchs de PRS, tu es débordé. Ton cerveau est débordé. Tu as tellement de choses à penser que... Ah, tu as 20 affaires à traiter en même temps. Exact. Puis tu as un chrono. Puis tout ça, le chrono, c'est un stresseur. Puis là, ben, rajoute ça, rajoute toutes les manipulations. Fait que de pratiquer et pratiquer pour inculquer les manipulations de base, de rouler ton bolt en gardant ton œil dans le scope, toute cette mémoire-là, de faire ces petits gestes-là, de pratiquer les reloads. Tu n'as pas besoin de mettre des balles dans ton mag pour te pratiquer à faire un rechargement rapidement. Mais tout ça, c'est toutes des manipulations que tu peux pratiquer à sec. Puis la journée que tu arrives après ça à un match, où est-ce que là, tu as ton temps, tu as tes vrais tirs, tu as tout à gérer, tu as ton vent, tu as tout, bien, au moins, tu as une bonne base que tu es capable d'avoir maîtrisée, disons, ou améliorée grandement, pour après ça bâtir là-dessus, puis aller être capable d'avoir du cerveau disponible pour des tâches plus complexes. C'est ça, dans le fond, que j'essaie de dire. C'est que tu viens qu'à solidifier ta base, fait que ça vient quasiment subconscient. Là. Tes manipulations de base, puis ton contrôle de détente, ta respiration, tout devient subconscient. Fait que tu peux te concentrer à effectuer les holdovers, le dial, toute la patente que tu as à faire. Puis ça aide énormément. Là. Exact. Peut-être, Phil, on parle un petit peu de drive, mais explique-nous, mettons, ton setup, ça ressemble à quoi, toi? T'es à mancher comment? Tu fais ça où? Bien, en premier lieu, souvent, si on part du début, là, c'est dans la saison morte, pendant l'hiver. Fait que là, tu sais, j'ai comme 3 niveaux d'entraînement, mettons, pour ce qui est du dry fire. Le premier niveau, c'est le plus peut-être connu, le plus classique. C'est faire du dry fire à courte distance, à 10, 12, 15 pieds, avec une lentille un peu connue aussi sous le nom de IDTS. Ça a été bien popularisé. Il y a d'autres versions qui ont sorti. Mais ça se passe à l'intérieur, dans saison morte. C'est quand il fait moins 20 l'hiver dehors, là, on est au Québec, nous autres. Là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est plate, tout. C'est le temps de le faire ou tu veux essayer de quoi. Puis ça va être à l'intérieur. Je vais juste te couper vite, là, mais s'il y en a qui ne savent pas de quoi on parle, le IDTS, la lentille que Phil y fait référence, c'est une lentille qui permet à ton scope de focuser à une distance vraiment plus courte. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de scopes que le focus, le parallaxe descend à 50, 25, 20 verges. Ben, cette lentille-là va permettre à ton scope de focuser. Règle générale, c'est quoi? Ça devrait être 10-12 pieds, right? Oui, environ, mettons 10 à 15 pieds. Puis c'est, je pense le terme, c'était un ajustement au niveau de la dioptrie. Ouais. Fait qu'un scoop que normalement, tu peux pas voir à l'intérieur, mettons, de 50 verges, ben là, vraiment, cette zone-là, tu la rapproches. Ce qui fait en sorte que à 12 pieds, mettons, tu vas être capable de voir très, très net les cibles, le background, le paysage sur lequel tu vas t'entraîner. Là, exact. La seule affaire, c'est que ça coupe la lumière. Fait que c'est bon de faire ça dans une pièce qui est bien éclairée. Là. Ouais. Mais à part de ça, l'image est claire et ça te permet 100% de t'en servir. Fait que, bref, tu disais que tu as une lentille comme ça pour l'hiver parce que tu t'installes. Ouais. Continue. Fait qu'on est vraiment à courte distance. On est à l'intérieur. Comme tu l'as mentionné, on y va avec un bon éclairage. C'est vraiment important parce que nous, c'est pas compliqué. L'image ne sera pas aussi vive parce que en contrepartie, d'habitude, on va tirer à l'extérieur, puis juste une journée ensoleillée, c'est fou le nombre de lumens. En tout cas, l'éclairage puissant que tu as pour ça. Puis en le faisant à l'intérieur, tu as besoin d'un bon éclairage. Un classique
Coller, ça peut être, c'est une image qui peut être collée sur un mur, sur une porte, sur n'importe quoi. Ouais. Puis à partir de là, à différentes hauteurs aussi. Plus tard, on va voir à quoi ça sert. Mais avec différentes hauteurs pour me donner différents niveaux d'entraînement, tu sais, qu'on va avoir besoin. Ça, je te dirais, c'est un peu plus le niveau. Le niveau dans saison morte, le niveau 1, Ouais. le classique. Après ça, avec les années, ce qui arrive assez vite, c'est que je m'écœure. Tu sais, on va se dire les vraies choses. C'est le fun intérieur tout. Quelqu'un qui commence, qui a besoin de beaucoup en faire, parce qu'il en a plein son casse avec tous les aspects. Mais plus que ça avance, d'un an à l'autre, on le voit quand on se met à refaire des drills. Au début, ça peut prendre un mois t'en remettre. Mais là, quand ça fait des années comme nous autres qu'on en fait, à un moment donné, c'est pas très long. C'est plus le même laps. Fait qu'assez vite, on se tente de ça, puis on veut faire d'autres choses. Fait que quand arrive le printemps, on est content, on veut sortir dehors. Mais déjà, moi, j'appelle ça mon niveau hybride, niveau 2. C'est que là, j'ai un garage, j'ai accès à l'extérieur. Je vais le faire, mettons, d'une cour arrière puis tout. Et il va y avoir du zéro, mettons, du 10-50 verges. Mais à ce moment-là, c'est direct avec le scoop. Tu n'as plus besoin de ta lentille. La lentille, oui, elle disparaît. Fait que minimalement, mettons, on va parler de 20 verges, là, souvent. Là. 15 à 20 verges. Average, 25, 30, 40 verges. On s'en fout un peu. Ça va être dans cette zone proche-là. Ce que je vais emmener, c'est que je vais créer un micro-range. Puis là, ça peut être n'importe quoi. Un classique que tout le monde peut utiliser, c'est des punaises. Ouais. On le sert pour mettre sur un babillard, quelque Ah, chose c'est une comme bonne ça. idée. Puis il y a différents diamètres de ça. Puis quand on pogne des punaises, on fait juste les planter sur un tronc d'arbre, un arbuste, sur des planches de clôture. Ça peut être sur n'importe quoi. Quelqu'un qui est vraiment mal pris peut se prendre des tiges de bois. Ça peut être sur des piquets Ah, ça à peut faire tomates. Ça peut être n'importe quoi, c'est Ça la coûte beauté, rien, là, là. c'est ça. Puis là, tu peux t'amuser à faire différentes configurations, soit avec des couleurs de punaises, soit tu peux t'inventer des cartes avec des numéros. Tu sais, autant d'imagination que tu as ou avec un review de match, tu vas pouvoir créer ton propre range. L'avantage de ça, c'est que tu t'éloignes un peu, tu n'es plus avec la lentille, Ouais. tu es beaucoup plus dans la lumière naturelle. Ça fait différent. Aussi, on commence à avoir un facteur un peu plus réaliste de la végétation. Parce que, moindrement, tu es dans une cour arrière, quelque chose comme ça, tu vas avoir la végétation qui va bouger, tu vas avoir un vent, tu peux te mettre un peu plus dans la game, on pourrait dire, mentale de la perception de ton environnement. Ouais, ben c'est ça, c'est que ça te permet de prendre l'habitude de regarder un peu ce qui se passe autour pour... Exact. c'est une bonne... Ouais. Puis, en même temps, il y a quelques éléments qui apparaissent discrètement, comme des insectes ou quoi, mais c'est niaiseux, mais ça revient en match. Fait qu'il y a un côté un peu plus réaliste quand tu tombes à l'extérieur. Fait que à ce moment-là, c'est le côté, je dirais, du dry fire intérieur, mais renforcé, avec un peu plus de réalité. Puis à un moment donné, on fait quelque chose similaire, renforcé, mais tu sais, c'est différent. Puis le troisième niveau à ça, je dirais, là, il va vraiment plus du côté réaliste. On est carrément, mettons, dans un champ à découvert. Ça peut être n'importe où. Le but, là, c'est que ça peut... faut que vous ayez de la distance. Ça peut être 0 à 1000 verges. Moi, j'ai quelque chose entre 400 puis 800 verges facile d'accès. C'est des prairies. Ça, tout le monde peut avoir accès à ça. Là, on parle encore de faire du dry fire. On parle pas de feu réel. On se garde en tête qu'on pointe une arme à feu, blablabla, mais on y va dans une direction sécuritaire, jamais face aux maisons, quoi que ce soit. Fait qu'on reste dans le cadre sécuritaire, on le fait à l'extérieur, on s'amène des barricades encore là, on reste comme dans le contexte du dry fire intérieur ou le deuxième niveau. Mais là, ce coup-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se mettre des targets à 300 verges, à 600 verges. Puis c'est là que ça tombe une coche au-dessus, je trouve. Ça, c'est du dry fire de luxe, là. Oui, ben des poules. Parce que pourquoi j'en suis arrivé là? Parce que je t'ai écœuré des deux autres niveaux pour te donner une idée. Puis oui, de luxe, puis en même temps, ce qui est le fun, là, tu vas avoir du mirage. Tu vas avoir le vent. Que tu peux te faire brasser, tu es plus exposé aux conditions. Fait que souvent, ça serait le troisième niveau. Tu sais, les targets que je vais utiliser pour faire ça, jamais plus que 0.2 000 rad de large, ce qui n'est pas gros. Fait qu'il y a un côté qui casse au training. Puis ça te fait aussi, à ce moment-là, ça te force à...
Tu veux te faire une simulation de stage, tu sors le Kestrel. Mais ça, c'est un autre aspect, là, la grosseur des cibles, ça, on pourra y revenir. Ouais. Parce que, tu sais, dans le fond, je pense qu'il y a des bénéfices à. Il y a des bénéfices à tous, là. Il y a des bénéfices d'utiliser des vraiment petites cibles. Puis, je pense qu'il y a un point où est-ce que quand tu commences, il faut que tu te mettes des cibles qui sont réalistes. Ça sert à rien de te forcer à mettre des cibles trop petites. C'est juste décourageant en plus de tout ce qu'il y a à apprendre, là, tu sais. En tout cas, ça, Exact. c'est mon opinion, là. Ah non, puis tu as tout à fait raison. Tu sais, moi, un exemple, j'entraîne ma fille, OK, qui commence. Puis à un moment donné, tu le vois, là, les buts sont pas les mêmes, puis les niveaux sont pas les mêmes. Fait qu'au début, là, le target, façon de parler, il faut qu'il soit immense, que ça soit gros. Ben oui. Le but, c'est de trouver le target, faire quelque chose, puis de passer à l'étape suivante. C'est pas perdre trop de temps avec l'aspect précision, puis tu sais, c'est d'enchaîner des Ben, séquences. c'est ça, puis tu sais, le dry fire, je pense qu'il y a énormément d'aspects techniques du PRS qu'on peut aller Ah ouais. décortiquer, puis qu'on peut aller travailler, puis aller améliorer. Ça, moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça que j'en fais, puis moi, j'ai vu une progression dans mon tir à moi. Mais là, c'est sûr que tu n'as pas le feedback. Fait que, tu sais, tu peux pas... tu sais, dans le fond, ce que tu peux pas faire en dry fire, là, c'est... mettons, évaluer ton follow-through, ton suivi du tir, puis lire tes corrections, puis les appliquer. Mais à part de ça, là, tu peux tout faire. Ah ouais. Puis tu peux en faire beaucoup en dedans, parce que justement, tu sais, je comprends ton dry fire que je dis de luxe, là, dans les champs, puis toute la patente. Tu sais, toi, tu as l'expérience de regarder la végétation, de dire, OK, ça, j'estime ce vent-là à un tel, donc je ferai une correction de temps. Tu peux l'appliquer dans ton training. Mais ultimement, tu peux faire tout le reste de ton dry fire, tu peux le faire en dedans, puis tu peux le faire à plus courte distance si tu Exact. n'as pas accès à des champs puis toute la patente. Oui, parce qu'à la base, comment dire ça? À la base, un énorme pourcentage du dry fire classique va être aussi efficace que les autres techniques que j'ai parlé. Parce que la base, le core de tout ça reste le même. Exact. Ben, tu sais, mettons, je vais l'expliquer, moi, mon setup. Moi, je Ouais. me suis fait un setup dans mon sous-sol. Fait que le principe que tu utilises, dans le fond, c'est juste que moi, au lieu d'acheter la vraie version, j'ai comme été cheap un peu, puis je l'ai tout fait moi-même, là. Fait que si jamais il y en a que ça intéresse, les fichiers, je peux vous les envoyer, là. Moi, mon scope, à moi, il focus jusqu'à peu près 9-10 verges. Fait que dans ma maison, dans mon sous-sol, d'un bout à l'autre du sous-sol, j'ai mon 10 verges, 10-11 verges, ce qui est l'équivalent de, je sais pas moi, 30 quelques pieds. Là. Fait que bref, j'ai la distance, fait que j'ai même pas besoin d'utiliser la lentille. Aujourd'hui, j'ai plus besoin d'utiliser la lentille. Ça, c'est quand même le fun parce que ça me bouffe moins de luminosité. Fait que, tu sais, même si c'est dans mon sol, j'allume toutes les lumières puis je vois super bien, j'ai pas de problème. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des photos de paysages sur Google. Là. J'ai genre tapé paysage de montagne pour avoir des images avec beaucoup de pixels, là, juste pour que l'image soit belle, un coup zoomé. Puis quand on parle de, tu sais, c'est abordable, puis c'est Ça facile. coûte rien. Tu sais, on s'entend de trouver des images sur Google. C'est cheap. Il y a des trucs plus durs que ça dans la vie, là. Exact. Fait que tu mets juste un petit peu de temps, puis tu gardes ton cash pour t'acheter d'autres bidules de PRS. Fait que bref, je trouve des paysages, puis après ça, j'ai fait la conversion. Tu sais, moi, dans le fond, j'étais à 10 verges. Fait que je me suis fait des cibles que j'ai mesuré la distance à 10 verges. C'est quoi, mettons, 3 MOA, 2 MOA, 1.5, puis 1 MOA. J'ai fait mes cibles de même. Puis quand j'ai commencé, j'utilisais beaucoup les 3 puis les 2 MOA. Parce que, on en voyait plus, il y a 3-4 ans, de 3 MOA. À cette heure, on vrai, n'en voit plus pantoute. Ça, c'est une chose. Mais aussi, à un moment donné, comme je dis, il faut que, si tu veux travailler ton acquisition de cible, il faut que tu la vois, ta cible, à l'œil nu, même en dry fire, pour aller pratiquer à acquérir cette fameuse cible-là, puis tomber dessus. Fait que, c'est niaiseux, mais moi, j'ai fait, mettons, mes 3 MOA, c'est des losanges, mes 2 MOA, c'est des carrés, mes 1.5, c'est des ronds, puis les 1, je me souviens plus c'est quoi, là, c'est genre, c'est des petits carrés, je pense. Fait que... juste pour les retrouver facilement. J'ai patenté ça, j'ai collé ça sur un mur dans mon sol. J'ai une barricade avec plusieurs hauteurs, style l'équivalent d'une demi-barricade de skill stage. Là. Fait que dans le fond, j'ai une position basse, puis j'ai une position haute, mais j'ai mis des traverses dedans. Fait que ça me permet d'avoir, je pense, 6 ou 7 positions au final dessus. Puis ça, c'est dans mon sol, rapide d'accès, facile. L'avantage que je vois à ça, c'est que souvent au courant de la saison, mettons,
une soirée, je vais aller en faire vraiment pas longtemps, juste pour garder le feeling du gun. J'aime ça, juste ramasser mon gun, mon bag, je me place en arrière, je me choisis une cible, je drop une position, je la fais, un dry fire, juste rouler mes positions, juste garder le feeling du contact sur mon épaule. Ouais, tu sais. de retrouver facilement tes repères puis que ça soit Exact. naturel. Que le gun, que tu sais, tout feel bien, puis que ça, j'en fais régulièrement des petites séances, juste le petit peu de manipulation, le ramasser, une acquisition de cible, une coupe de perfect trigger press. Là. Tu sais, mon contrôle de détente, il est parfait à chaque fois. Je m'assure, un coup que j'ai réussi à faire X nombre de trigger press parfait à mon goût, j'arrête, puis that's it. Ça, c'est une des choses que je vais faire, mettons, en dry fire. Le fait de l'avoir rapidement, tu sais. Je trouve que c'est un avantage d'avoir un petit setup qui est comme toujours là, puis qui est facile d'accès. Si je veux en faire rien que 5, 7, 10 minutes, et voilà, j'en fais un petit peu. Puis un peu comme toi, chez nous, j'ai quand même grand terrain, fait que je me suis taqué des petits carrés là, de plastique là, que j'avais. Là. Je pense que c'était un vieux napperon que les enfants avaient craqué, fait que j'ai juste découpé. J'ai juste taqué ça dans des arbres sur mon terrain pour avoir plus de gauche-droite. Puis là, ça permet une meilleure... c'est plus réaliste au niveau de la pratique de l'acquisition de cible parce que j'ai beaucoup plus de pannes de gauche à droite, mettons, puis je suis capable d'en mettre des plus hautes, des plus basses. Fait que... mais pour être honnête, j'en fais dehors, mais j'en fais de moins en moins. Là. Je suis peut-être en train de devenir paresseux, mais c'est une belle journée qui fait beau, je vais sortir un prop, je vais sortir un tank trap, je vais sortir quelque chose. Mais j'en fais moins souvent, j'en fais plus souvent sur mon setup dans le sous-sol parce que il est facile, il est rapide. C'est quick, là. Puis je pense que ça en est un des avantages du dry fire, dans le fond, c'est que tu n'as pas besoin de 56 000 setups. Un coup que tu as une base de fait, là, un coup que mes papiers sont mis au mur, Ouais. ben... Puis dans mon setup cheap, de même, de photo Google, ben tu peux échanger de temps en temps tes fonds d'écran. Fait que, tu sais, mettons, avant le World l'année passée, moi, j'avais tout changé mes paysages pour des paysages du Colorado. Puis Tu l'avais adapté à ta future compétition. Exact, pour me faire une tête, tu sais. Fait que c'est le genre d'affaires. Puis s'il y en a qui veulent les fichiers, écrivez-moi. Ils sont tous à l'échelle à diverge, mais c'est facile dans Word. Après ça, tu peux modifier le format de la forme. Tu mets la dimension que tu veux, puis bang, il va t'agrossir, puis that's it. Fait que je pourrais vous les envoyer, ça va me faire plaisir. Fait que je pense que ça setup de dry, c'est pas même plus compliqué que ça. On a commencé à parler un petit peu de... Tu sais, j'ai parlé déjà d'acquisition de cible. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé énormément en dry fire puis que j'ai amélioré beaucoup ma prise de position, mon natural point of aim puis mon acquisition de cible. C'est 3 skills que j'ai travaillé énormément en dry fire. Oui, parce que à la base, là, tu sais, d'acquérir sa cible, on n'est même pas dans l'exécution, on n'est même pas dans le tir, là. Non, il n'y a rien de tir là-dedans. Puis, y a-tu de quoi de plus, une façon de parler Oups, excusez. Non, c'est correct. Y a-tu de quoi de plus plate que, tu sais, quand quelqu'un commence, puis là, tu le vois, tu sais, il cherche ça. Plate dans le sens que c'est plate pour la personne que ça y arrive. Ah ouais. Il va perdre, mettons, 1 minute à chercher un target. Puis, tu sais, là, il n'a pas commencé à tirer sa première balle, puis il y a 1 minute de fête. Puis là. pour celui qui est on clock, qui vient de commencer son stage, qui cherche sa cible pendant 45 secondes, le stress fait juste augmenter, puis augmenter, puis augmenter, puis tu as l'impression que c'est interminable. Il y a la moitié de son cerveau qui pense au doute qui le regarde en arrière, puis à tout ce qui va pas. Puis le bout qui reste, là, il cherche une cible. Exact. Non, l'acquisition de cible, c'est ultra important. C'est des secondes tellement importantes parce qu'un coup que tu acquiers ta cible rapidement, ben, la seconde que tu as gagnée ou le 2 secondes que tu as gagné en prenant ta position pendant acquérant ta cible rapidement, ben, ces 2 secondes-là, tu peux prendre une respiration de plus pour permettre à ton cœur de redescendre si jamais c'était beaucoup de mouvement à ce stage-là. Puis cette seconde-là, en même temps de prendre ta respiration de plus, tu peux regarder la végétation, tu peux regarder si tu as un changement dans ton vent, tu peux regarder s'il y a quelque chose qui a changé pour arriver au même temps. Là. Si, mettons, tu ne t'en mets pas haute, mais tu réussis à aller plus rapidement à ton acquisition de cible, ben, c'est là que tu vas chercher des détails, puis c'est là que les pros ils vont chercher les quelques points de plus de temps en temps. Mais tu rentres dans un détail, là, comme mettons un 2 secondes. Là. Dépendant qui nous écoute, il y en a qui vont se dire « Ouais, mais là, c'est exagéré ou pas? » On va juste donner un exemple simple. Si on fait 7 fois
Pas 7 positions, mais mettons 5 positions. Ouais, 5 Ce positions. qui existe. Ce qui est standard, là. Il y en a Puis, plein de stages de 5 positions. On y va sur le plan technique. À chacune de ces positions-là, tu as 2 secondes de perte. C'est pas compliqué, tu as perdu 10 secondes. Exact. Mais si tu cherches une façon de ne pas timer out, puis à tous les fois, il te manque juste une balle, ben tu as un gain rapide à aller faire là. Puis, tu sais, dans le dry fire, on en parlait plus tard, mais tu sais, de s'analyser. Puis, c'est justement, mais quand on va parler de détails techniques, des fois, ça a de l'air peut-être fou, dans le sens que les gars sont intenses. Non, non, non. Des fois, ça peut être jusqu'à 20-30 secondes. Là, tu sais, ça peut être énorme comme gain. Parce qu'au début, où c'est qu'il y a le plus d'amélioration à aller chercher, c'est quand tu commences. C'est malade. Puis, juste des bonnes bases, des bonnes techniques, les gains sont énormes. Ça fait vraiment une différence. Là. OK, ben parlons-en des bonnes pratiques et des bonnes techniques. On peut closer le sujet de l'acquisition de cible, là, parce qu'on en a déjà parlé. Là. Mais c'est ça, la technique d'acquisition de cible, si on la décortique bien vite de même en audio, là, on se place toujours square, on va déposer notre gun. Un coup qu'on prend en position, un coup que ta connexion est faite avec ta clavicule, ton rifle to shoulder, là, je l'ai juste en anglais, là. Ta connexion est faite, je suis sûr que tu fais pareil comme moi, je laisse ma tête alignée en haut de ma tourelle de scope, puis je vais aligner mon corps, ma carabine, tout avec un landmark, un indice visuel que je vais avoir spoté. Puis ça se fait en dry fire. Tu sais, comme je dis, mettons, là, la cible, elle est équivalente de 2 MOA. C'est un mini carré. Là. Elle mesure peut-être, même pas, tu sais, elle mesure peut-être un quart de pouce ou probablement plus petit qu'un quart de pouce même. C'est probablement un huitième de pouce, la grosseur de la cible. Ouais. Mais ce point noir-là, si dans ton image est à côté d'un arbre, ben, tu es capable de dire, OK, j'enligne cet arbre-là, puis je sais que ma cible va être à droite de cet arbre-là. Pareil comme dans un vrai match. Bien, tu spots ton arbre, tu drops ton gun, tu alignes ton œil avec en haut de ta tourelle sur cet arbre-là, tu descends ta tête dans ton scope, puis logiquement, tu devrais l'avoir dans ton image. Tu fais ton fine-tuning, tu fermes ton bolt, tu prends un tir à sec, tu réouvres, tu défais ta position au grand complet, tu recommences. Juste ça, c'est énormément de pratique. Puis, tu n'as pas besoin de tirer pour pratiquer ça. Tu n'as même pas besoin de faire un tir à sec si tu veux. Tu drops ton gun, tu prends ta position, trouves ton landmark, descends ta tête dans ton scope. Est-ce qu'elle est là? Elle est dans mon image? Oui, non, je corrige. Puis ça, c'est de l'apprentissage. Puis ça, plus tu le fais, plus tu en viens à être capable de le faire rapidement. Puis plus tu vas être capable de le faire zoomer. Tu sais, ça, c'est un autre aspect. On parle souvent quand on commence, on dit à tout le monde, dézoome ton scope, 10, 12, 15. Mais quand tu vas aller chercher un petit peu plus de détails, moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Quand j'ai commencé à tirer, je tirais pas mal tout le temps à 12, 15. Puis à un moment donné, dans saison morte, je me suis dit, je vais faire mon drive toujours à 18. Là, je poussais, toujours à 18. Mais au début, mon acquisition de cible, parce qu'elle n'était pas assez bonne, à 12x, je la voyais ma cible, mais à 18, je la voyais plus. Fait qu'il a fallu que je continue à la peaufiner ma technique pour qu'à 18x, là, puis là, à Star, souvent, mon dry fire, je vais le pousser en haut de 20, mais en match, je tire jamais en haut de 20. Mais encore là, ben c'est pas vrai. Des stage prone, mettons des troop line, que t'es couché au sol, t'es vraiment solide, il y a des long shots, je vais le craquer à 25 des fois. Ouais. Mais sinon, je suis pas mal toujours à 20, puis un petit peu en dessous, 20, 18, mettons, là, dans ces eaux-là. Mais en dry, je vais me forcer à réduire mon champ de vue pour me donner, en guillemets, un handicap. Ouais, Juste pratiquer ces skills-là. Exact. Ouais, ça a bien du sens. Je fais exactement la même chose. Tu parlais de magnification. Là. Tu sais, quand mettons, on parle juste de drill, là, de positionnel, tu sais, on appelle ça la première drop. Là. Ouais. Parce qu'il y a comme deux aspects. Quand tu commences un stage, tu pars, puis tu t'en vas sur ta cible. Mais en réalité, à tous les fois, tu casses une position, tu te déplaces, puis ça recommence. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu donnais comme exemple? Il est super bon parce que, à quelque part, tu fais ton exécution, tu casses la position, tu recommences. Tu casses la position, tu recommences. Puis ça va, la drill, ça rentre. Là. Ouais. Puis, tu sais, comme moi, quand je suis en mode un peu plus, tu sais, là, vraiment, je cible ça là, pour X raisons. Là, je mets ça à 30. Là. Ouais. Tu sais, j'ai un 7,35, je mets ça à 30. Là. Puis quand que je snap vite mes targets à premier drop, là,
Quand je redescends ça à 18, 20, 22, je te dirais que c'est relativement très bien. C'est ça, Fait c'est que là, ça y va par là, là. Mais il y a une coche, comme tu dis, tu sais, de monter graduellement, puis d'aller chercher sa cible comme ça, là. Tu sais, peut-être une façon que je pourrais l'expliquer aussi, là, parce que je serais curieux de voir un peu le genre de drill que tu fais, mais moi, mettons, pour ma part, j'ai comme, je pourrais dire, mettons, deux niveaux de simulation, si on peut dire, là. Je vais OK. souvent plus dans le off-season, plus loin d'un match. Je vais pratiquer certains skills dans un, je vais les décortiquer. Je vais me faire des drills. J'ai une coupe de drills que je donnerai pour aller chercher certains skills indépendamment puis pratiquer certaines affaires. Puis des fois, souvent plus proche d'un match, je vais vouloir me remettre dans le bain du match. Je vais vouloir me tester à faire certaines séquences, à être sûr que je rentre dans mes timings, des affaires de même. Mais là, je vais me faire plus vraiment une simulation d'un stage. Je vais reprendre des vieux matchbooks, puis je vais me rouler carrément un stage. Puis même par bout, je vais m'écrire une dope card pour vraiment faire une simulation là, complète. Là. Pour vraiment faire une simulation le plus réelle possible, puis vraiment la plus pratique complète d'un stage. Mhm. Mais c'est vraiment, dans ma tête, c'est quand même séparé en deux. Là. Le drive, ça peut vraiment servir à aller chercher certains points spécifiques que tu peux tout isoler un de l'autre. Puis après ça, je vais m'en servir aussi pour tout mélanger ça ensemble et repogner le feeling d'un match, d'un stage. Ouais. Je sais pas si toi, ça ressemble à ça un peu aussi, ta Ouais, façon de c'est training. là. une super belle description, exactement. Il y a l'aspect tout en single. Tu y vas cas par cas. Tu veux le positionnel, tu veux pratiquer des changements de mag, pour donner des exemples. Ouais. Tu veux pratiquer du dial ou du hold. Tu cibles des points directement, tu es décortiques en parcelles comme ça, puis à un moment donné, ben, tu fais une grosse salade avec tout ça. Puis plus que, comment dire ça, plus que ça va, plus que tu pousses tout à la limite de tu n'auras jamais ça dans un match, Ouais. mais tu vas plus loin. Tu sais, le bon dicton, là, tu sais, entraîne-toi aussi dur qu'un match ou plus dur, ou n'importe quel sport, là, tu sais, ils vont donner ce conseil-là. Entraîne-toi aussi dur que, ben c'est là que ça va payer. Tu sais. Ben oui. Fait que, Ouais, puis c'est pour ça non, que pas mal pareil comme toi. tu sais. c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, tu dis que tu utilises des cibles beaucoup plus petites. Moi aussi, en training, j'ai tendance aujourd'hui à utiliser des cibles plus petites parce que je veux tester mon. Ben, regarde, une autre affaire qui me vient en tête là, mais le wobble zone, tu sais, on parle de wobble zone. Quand ta stabilité sur une certaine position, sur une dite position, ben, ta stabilité, elle s'observe de ton mouvement de réticule, mais quand on est rendu à s'entraîner sur des cibles de 0.2, 0.3 1000 rad de large, ben tu peux plus avoir un gros wobble zone. non. Tu peux plus avoir ta stabilité elle doit être sur la coche. Fait que c'est pour ça que là, nous autres, on vient qu'à pousser ces concepts-là au bout. Mais Puis tu sais, à quelque part, on parle mettons, de grandeur, des petits targets comme ça, puis tout. On ne considère pas mieux qu'un autre. C'est juste qu'à quelque part, c'est comme n'importe quoi dans la vie, quand tu t'entraînes, tu as du résultat. Fait qu'à un moment donné, tu sais, comme quelqu'un qui va au gym va lever de plus en plus pesant, Ah ouais. quelqu'un qui fait de la course va courir plus longtemps, va avoir plus de souffle. C'est accessible à tout le monde, là. C'est juste de mettre le temps, l'énergie, puis ça va se faire. Ça va se faire. Il y en a qui vont le pogner plus vite que d'autres, puis, mais c'est accessible à tout le monde. fait que, on a parlé, mettons, d'acquisition de cible. As-tu un autre skills qui te viendra en tête vite que tu vas isoler puis tu vas te faire des petits drills pour pratiquer ça de même? Mais je te dirais, t'en parlais tantôt, moi, je l'appelle souvent, quand des fois tu vas donner des trainings à du monde, ou en tout cas, je commencerai avec la première drop. Quand on part du stage debout, tu enlèves le boat flag, le magon, puis tu es prêt à partir. Ce moment-là où c'est que tu checkes tes affaires, puis tu es prêt à partir, puis tu drops ton gomme la première fois, puis ta première balle. Parce qu'en réalité, comme j'en parlais tantôt, ça va se répéter à chaque changement de position, puis à chaque début de stage. Fait que c'est une grosse base pour des drills, justement, là, ça en serait une. Fait que tu sais, tu peux, la personne, au début, je vais parler comme plus pour les débutants, tu fais ça au ralenti. Tu fais ça lentement, tu décortiques les mouvements. Slow is smooth, smooth is fast. Oui, puis il n'y a aucune, comment dire ça, pas une obligation, mais il n'y a aucun avantage à essayer de rusher. Non. Aucun. Le gars, il commence ou il est intermédiaire, débutant, whatever.
Puis tu y vas, puis tu le fais. Comme à un moment donné, c'est rendu facile, tu le sens, puis tout, puis tu passes simplement à autre chose, ou tu vas commencer à vouloir augmenter ta vitesse. Mais c'est le gars de la misère à placer son bag, puis à dropper le gun dessus, tant que tu n'es pas apte à mettre ton bag comme il faut, puis ensuite y aller avec le gun, switch pas à l'étape suivante. Non. Puis ça, c'est vrai, dans le fond. Puis ça, c'est ce qu'on dit, là, mais tu sais, les manipulations de base, puis tout, d'être smooth au début, puis de commencer, puis d'en faire. Une tortue. De juste décortiquer, tu sais. Moi, là, en plein milieu de l'hiver, là, quand ça fait un bout que j'ai pas touché au gun, après nos finales, puis tout, je vais juste pogner mon gun, puis comme je dis, ma barricade, elle a genre 6 hauteurs différentes en réalité. Là. Mais je vais juste runner les positions une après l'autre. Celle debout, une debout plus basse, une à genoux haute, une à genoux basse, une très très basse. Je vais juste les rouler une fois ou deux chaque, juste pour repogner le feeling. Lentement, pas de pression. C'est tout bon. C'est tout bon faire ça. Puis, mettons pour le gars qui veut prendre la vitesse, une drill que c'est pas moi qui l'ai inventé, là, je l'ai pris à quelque part, mais que je vais faire puis que je trouve qui est vraiment intéressante, qui est formatrice. Quand tu parles de ta run, de te préparer, tu es debout, puis ton premier, mettons, tu vas dropper ton bag, prendre une position. Un affaire qui est intéressant à faire, c'est tu te chronomètres. Fait que tu pars, puis tu dis, je le fais vitesse normale. Vitesse très smooth, je place tout parfait. Je place mon bag parfaitement, je drop mon gun, wiggle pour qu'il rentre dans le bag. Tu prends position, ton acquisition de cible parfait, ferme ton bolt, time ta respiration, pause naturelle, le trigger press le plus smooth et le plus parfait que tu es capable de faire. Tu times ça. 15, 16, 20, 25 secondes, peu importe le temps. Tu le times. Tu le fais 3 fois, puis tu prends la moyenne de tes 3 temps. Après ça, tu le prends, tu fais la même affaire, tu le fais le plus vite possible. Tu le fais le plus vite possible en essayant de le faire bien encore. Tu fais pas juste n'importe quoi. On s'entend que si tu fais n'importe quoi, tu peux slapper ton trigger et c'est bon rien. Tu le fais le plus vite possible en le faisant bien. Tu te times encore une fois. Tu checkes ta différence de temps que tu vas chercher. Ouais. Honnêtement, règle générale, c'est souvent un 4-5 secondes. Pas tant plus. À moins que tu aies vraiment exagéré là, ton temps. Là. Puis après ça, ce que tu fais, c'est que là, un coup que tu es capable, tu te dis, bon, je suis capable de le faire 5 secondes plus vite. Tu répètes toujours la même drill, toujours la même position. Tu répètes la même drill. Et là, le but, c'est d'aller rapidement, mais en ralentissant au moment de ton trigger press et tes fondamentaux. Fait que tu fais tes transitions, ton drop de bag, tu places ton gun, tu le fais rapidement. Puis au moment que tu es rendu à faire ton tir, tu prends une seconde d'extra, tu fais un parfait. Puis règle générale, tu arrives à peu près 2 secondes plus lent que ta vitesse réelle. Puis quand tu reproduis ça sur différentes positions, moi, ça m'a permis d'aller améliorer j'appelle ça mon split time, là, mais mettons, ton temps où est-ce que tu vas prendre position. Puis ça, tu peux le faire rapidement, là, c'est pas grave, même si ton gun il bouge ou whatever. Dans le fond, tu es en mouvement. Donc, tu accélères la partie où tu es en mouvement, puis tu ralentis, entre guillemets, à la partie où est-ce qu'il faut que tu sois ultra précis puis tu appliques tes fondamentaux. Ouais, j'espère que c'est clair la façon que je l'explique. Là. Oh oui. Mais dans le fond, tu ne triches pas sur tes fondamentaux, mais tu te forces puis tu t'entraînes un peu à prendre la vitesse sur tes transitions. Puis après ça va être payant sur, justement, quand tu prends une position, tu switches à l'autre, on va en venir. Puis tu sais, mettons, on a des fois des vidéos qu'on sort, puis dernièrement, on a fait le 12 positions à Sheep. C'est un super bel exemple, ce stage-là. Comme tu nous vois le tirer, le beep, il part, c'est 2 pas super rapides, drop le gun, boum, boum, ferme le bolt. Il y a une pause quasiment qui s'observe, on dirait. Il y a une pause, tire, le follow-through est fait, surtout sur les premiers tirs, parce qu'on veut tout aller chercher notre feedback, ces premiers tirs. Ouvre le bolt, puis après ça, c'est boum, la transition est super rapide, ferme le bolt, petite pause, boum. Parce que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça que tu vas gagner du temps. Tu peux pas gagner du temps en trichant tes fondamentaux, puis en slappant ton trigger, puis en tirant, puis en étant pas stable sur ta cible, Non, ou en étant mal appuyé, ou en étant... Tu verras pas ce qui va se passer. Ton follow-through, tu
tu peux pas gagner du temps en faisant ça. Tu peux juste gagner du temps en étant plus efficace dans ton mouvement, en faisant pas de mouvement pour rien. Tu sais, des fois, on en voit qui changent de pied 4-5 fois. Bien, espèce d'économie de mouvement, d'aller faire du ménage dans tes mouvements pour faire les mouvements les plus efficaces possibles, les plus rapidement possible. Ça, c'est le genre d'affaires que tu peux vraiment, vraiment pratiquer et améliorer en dry fire. Ça me fait penser à un aspect, des fois des trucs qu'on peut avoir en Vas-y. dry fire. Quand tu parles, c'est des mouvements, puis des mouvements inutiles, puis de checker ça. Souvent, des fois, dans ce sport-là, on est tout seul. On peut se filmer. Ouais. Fait que c'est un gros aspect. Tu sais, en général, tout le monde a un cellulaire ou empruntez-en un, ça va être payant. Pourquoi? Parce que dans le fond, il n'y a personne qui aime ça se regarder. En tout cas, moi, je déteste ça. Là, C'est pas une passion. Là. non, c'est pas une passion pantoute. Je suis pas trop. Fait que, mais à un moment donné, quand on veut s'améliorer, soit rapidement ou aller chercher de quoi qui nous échappe ou de juste contre-vérifier quelque chose, on se fait une vidéo de nous-mêmes qui est en train de s'exécuter. Puis des fois, on va même voir, il va peut-être ressortir des choses, même dans la vidéo, autres que ce qu'on ciblait, qui était le but du vidéo initial. Puis au final, ben, ça va juste être positif, là. À part de juste dire, je suis là à t'avoir en vidéo, là. Mais le reste, ça va être positif. Ben oui, mais c'est parce que des fois, c'est là que tu le vois, que tu dis, hey, à chaque fois que. Je vais en donner un exemple. Ma blonde a commencé à tirer de la 22, puis bon, c'est sûr que je la coach, j'y donne des trucs, puis ci, puis ça. Puis, là, en plus, des fois, elle nous écoute, fait qu'elle sera peut-être pas contente que je dise ça, mais bon. Quand elle prenait une position, mettons, elle descendait une position qui est à genoux, elle se plaçait, droppait son gun sur son bag, puis un coup que le gun est dessus, cherche-moi pourquoi. Fallait toujours que sa main d'en avant, celle qui va être le support en avant, faire le bridge avec le bag et tout, elle venait toujours prendre sa crosse avec sa main, la placer comme du monde, puis après ça, elle la retournait en avant puis elle fermait son bolt. Fait que là, elle faisait comme une espèce de danse avec ses mains de même. Mais cette espèce de mouvement-là d'aller ramener sa main, replacer sa crosse, après ça, de la ramener en avant, tout ce temps-là, il n'y a pas de stabilité sur le gun. Cassait Fait que beaucoup. Là. à chaque position, c'était, mettons, peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes. Plus, mettons, ben, rajoute d'autres petits ménages des fois à faire. Là. Mais juste, puis tu sais, ça, c'est le genre d'affaires qu'à un moment donné, je l'ai filmé puis j'ai montré. Puis là, on faisait du drive, puis là, je disais non. Puis là, je dis non, tu fais pas. Non. Là, au début, elle était comme laisse-moi faire. Mais bref, à force de le faire, ben, elle est en train de le casser, cette espèce d'habitude-là. Puis juste à avoir arrêté de faire ça, ben, elle a gagné facilement 2 secondes par prise de position. Fait qu'après ça, ça se multiplie sur le reste, là, tu sais. Fait que. Un bel exemple. Prise de position, la stabilité. Tu sais, la stabilité sur une barricade, là, tu prends position, peu importe c'est quoi la hauteur. Des fois, on parle de. Anciennement, mettons, la vieille mentalité, c'était souvent de beaucoup loader, là, de mettre beaucoup de poids dans la carabine, dans la barricade, dans whatever, de pousser vraiment vers l'avant. Ben, c'est le genre d'affaires qui c'était super bien, ça. Tu mets plus de poids, as-tu plus de vibrations? Si tu es plus neutre, si tu tires la pression arrière vers toi, quel genre de pression qu'il faut que je mette dans mon épaule vers l'arrière pour arrêter tout mouvement du réticule? Parce qu'il y a un gros côté autodidacte là, dans le dry. Là. Ben, Quelqu'un c'est qui est capable, tout le monde a sa façon d'apprendre, mais comme tu dis, tu peux demander à quelqu'un d'autre qui tire, c'est quoi ta meilleure technique? Mais à un moment donné, il y a des trucs qui vont revenir, c'est sûr. Mais quand tu disais justement de loader, quelque chose que je montre souvent, moi, c'est, tu as une barricade, un wobble, c'est un wobble stage. Il n'y a personne qui sait d'avance, personne ne l'a tiré, il n'y a personne qui sait si faut que tu arrives en loadant ou soit en free recoil, on parlerait de neutre ici, ou il faut que tu load par l'avant. Mais c'est pas compliqué. À un moment donné, moi, vraiment, tu l'as pratiqué en dry fire, tu peux pratiquer en plus, si on veut. Là. Mais rapidement, tu peux faire comme technique 1, technique 2, technique 3. T'es décidé, ça a pris 2 secondes. C'est l'expérimentation, dans le fond, qui coûte pas cher en dry fire. C'est ça, exactement. Puis déjà, dans le dry, d'avoir vécu de « OK, ça, c'est pas bon, ça, c'est acceptable, ça, c'est le best », tu fais ton choix. Puis c'est un des avantages du dry, tu sais. Ça donne quoi, là, de tirer des balles pour ça, tu sais? Ben, ça donne rien pour cette partie-là, là. Oui, exactement. Puis, tu sais, un des aspects qui est très, très important, là, on n'en parlera probablement jamais assez, là, mais dans toute la technique, dans les fondamentaux du tir, c'est le fameux natural point of aim. Là, je ne sais pas comment le traduire, le point naturel de visée. Là. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui se
qui se testent puis qu'avec un œil averti se voient vraiment bien en dry fire. Puis, mettons, là, une façon de le voir puis de le tester, là, si vous êtes sur... Vous avez pris une position à genoux, exemple, un genou haut, tu prends ta position, tu trouves ta cible, tu fermes ton bolt. Quand tu tombes relaxé, là, quand tu tombes au repos dans ta pose naturelle de respiration, est-ce que tu as encore besoin de certains... As-tu encore besoin de forcer? C'est pas une vraie force, là, dans le fond, c'est pas une grosse force qu'on applique, mais est-ce que tu as encore besoin d'appliquer une certaine force dans le gun pour le garder sur la cible? Ou moindrement que tu relâches naturellement, tu as tout bien placé puis ça reste aligné sur la cible. Ça, c'est la première façon de. Puis ces correctifs-là s'appliquent avec, moi je dis que ça part, c'est toutes les hanches, là. Fait que ça part des hanches, souvent ça part de tes pieds même. Il faut que tu replaces un petit peu ta jambe, tu vas reculer un petit peu ta hanche pour replacer tout ça. Puis là, tu vas te replacer, puis tu vas arriver, puis tu vas dire, ah, regardons ça, tout d'un coup, il y a moins de vibration, puis 2, ma carabine, elle reste sa cible. Ça se teste de même. Puis l'autre façon, des fois, quand tu t'en rends pas compte comme ça, quand tu fais ton tir à sec, ton dry fire, ton réticule, quand la firing pin elle va aller dropper, ça va faire une vibration dans ton réticule. Il va en avoir un certain micro-jump dans ton réticule qui est observable. Si ton jump dans ton réticule, là, je dis jump, mais dans le fond, c'est du mouvement, là, quand tu n'es pas square, tu n'es pas assez square, tu n'es pas parfaitement square, pas parfaitement au NPA, quand tu vas faire ton tir à sec, tu vas voir ta croix kicker à droite, kicker à gauche, déplacer d'une certaine façon. Ouais. Puis ça, quand tu t'appliques puis que tu veux... Quand je dis là, que genre, je ramasse mon gun puis que je fais 5-6 perfect trigger press, là, ben c'est que je veux 5-6 trigger press, que mon réticule ne bouge pas et mon level électronique qui est à 0.2 degré de sensibilité ne switch pas, ne clignote pas de vert à bleu ou de vert à rouge, il reste vert tout le long. Ça, pour moi, c'est des perfect trigger press. Puis c'est ça que je veux aller faire à chaque fois. Puis ça se pratique en dry fire. Puis c'est de la mémoire musculaire après. Ton contrôle de trigger avec ta détente, tout ça, ça se fait en dry fire. Puis ça s'observe. Tu peux... Tu sais, il y a probablement différents niveaux d'engagement. Mais si vraiment tu veux aller améliorer ta technique puis aller chercher les détails, ben ça en est un détail à regarder. Ouais. Regardez ce que votre réticule fait. Exact. Quelqu'un qui, comme là, que tu viens de parler, pour quelqu'un qui est avancé, c'est exactement de quoi que tu parles. Puis d'un côté, il peut se dire, OK, je vais challenger ça lors de sa prochaine séance de drive. Quelqu'un de nouveau, même s'il ne sait pas exactement, ben, il sait que ça existe, puis éventuellement, ben, à un moment donné, il va le voir assez vite que, OK, je peux travailler ça. Puis ça me fait penser à un point que tu amènes. C'est comme des points, je dirais, sous-estimés, qu'on pense pas pendant tout vas-y, à c'est super avoir. bon. Tout le monde tire avec des actions différentes, c'est Ouais. une façon de parler. Puis différents degrés d'action. Moi, ce que je veux aussi que je vais amener, c'est que quand on est dans le détail de checker son réticule, on peut trouver la course parfaite de notre bolt action. Ouais. On a des angles avec des springbacks différents, de la manière qu'on réarme puis tout, qu'on referme le bolt. À ce moment-là, on peut trouver, c'est pas compliqué, c'est le gun, c'est le réticule sur le target qui va nous dire c'est quoi la meilleure façon de cycler notre gun. Il y en a que ça va être plus décomposé rapide. Des fois, il va en avoir en 2 temps. Il y en a, il faut que tu le roules à la planche. Mais en gros, amusez-vous avec votre bolt. Faites juste étudier votre réticule. Puis il y en a qui vont être surpris de voir qu'il y a peut-être un avant-après qu'ils vont découvrir. Puis ça, c'est juste à viser de quoi de fixe, là. Mais tu veux t'analyser, là, c'est un super bon exemple parce que juste comment rouler ton bolt, il y en a qui perdent du temps en fou avec ça. Puis j'en vois encore qu'ils ont le réflexe au début de quand ils roulent le bolt, ils se lèvent la tête en haut du scope. Ah ouais. Si tu as un follow-up shot à faire à la même cible ou une cible qui est dans ton champ de vision, laisse ta tête dans ton scope. Tu n'as pas besoin de la sortir. Tu roules ton bolt la face dedans. Ça, c'est quelque chose qui se pratique puis que la mémoire musculaire embarque puis que ça devient gagnant. Puis 2, après ça, tu sais, il y en a qui vont carrément enlever leur main du grip, pogner le bolt au complet avec leurs mains, l'ouvrir, le cycler. Moi, personnellement, je trouve que ça, j'ai remarqué que j'induisais plus de mouvement, plus de vibration dans tout mon système que de faire une espèce de levier
Fait que je prends mon pouce. Dans le fond, mon pouce il est déjà sur mon thumb rest de mon châssis. Je le laisse là. J'ouvre ma main puis je fais une espèce de levier. Puis juste à faire un levier de même, c'est super facile de lever mon bolt. Puis on dirait qu'en gardant mon pouce sur mon stock, j'induis beaucoup moins de mouvement. Puis je garde un meilleur tracking. Puis après ça, je le ramasse en reculant puis je le referme. Tu sais, en tout cas, Ouais, c'est tu dur à trouves- dire juste en Non, image. là. T'étais Mais- comme en contrebalance Exact. de l'énergie que Comme un t'appliques sur ton levier. bolt. Comme un Exactement. levier. Je fais comme un levier avec mon pouce puis mon majeur pour ramasser mon bolt. Puis cette motion-là, je l'ai faite des milliers de fois, mais je l'ai imprimé dans mon cerveau. Puis aujourd'hui, j'y pense plus, mais ça se fait tout seul. tout. Mais le bolt, il roule super vite, là, tu sais. Fait que... Good. Puis, écoute, j'essaie de penser vite à d'autres genres de drills que je fais pour isoler des mouvements. Mais sinon, tu sais, quand on parlait de tout mélanger ensemble, ben, moi, pour vrai, j'aime ça encore, me rouler des stages. Puis, tu sais, là, on est en route vers un match. J'ai eu des semaines de fou. J'ai pas eu tant de temps de training. Mais à matin, j'avais du temps. J'ai ramassé un match. Ça, je fais ça souvent avant des matchs, là. Dans mes derniers préparatifs, je vais aimer ça. Pogner un vieux matchbook de idéalement la même place. Tu sais, comme là, on va à Field of Dream. J'ai pris un matchbook du dernier match de Field of Dream. Puis, je vais rouler le match au complet. Tu sais, en dry fire, c'est pas long. Là. Ça m'a Non. pris... ça m'a-tu pris une demi-heure? Je sais pas si ça m'a pris une demi-heure, tu sais. Mais je vais vraiment... Là, c'était tout des impacts, hein? En dry, c'est tout le temps des impacts. Non, c'est pas vrai. Le ratio est fou, man. Pour vrai, j'ai un bon rythme pour ça. Non, mais sans face, j'ai recommencé un stage à un moment donné. Je l'ai commencé, puis j'ai fait une erreur mentale, puis je dis, hey, là, je l'ai corrigé. Je dis, regarde, ça sert à rien. Je vais recommencer, puis je vais le faire comme il faut, je vais le faire parfaitement. Je me suis recommencé ma séquence, je me suis recalé mon affaire, je me suis assuré que je m'étais donné 2 cibles, je me suis assuré que c'était ces 2 cibles-là que je prenais. J'ai dit, fais-le comme du monde, tu sais. J'ai recommencé, j'ai refait ma séquence avec les dials au bon moment, les holds au besoin. Puis tout ça, c'est de la... C'est ça, c'est de la mémoire musculaire, c'est de la... Puis ça te remet dans le bain, là, tu sais, moi, dans le fond, ça m'a comme remis dans le bateau de dire, OK, là, tu sais, mettons, je ferais mon stage, je partirais d'aller là, j'ai ma petite séquence de préparation avant un stage, 3, 2, 1, go, je fais mon stage, je le fais, Good. puis... C'est Puis- une bonne prep pour en fin de semaine. Ouais. Puis l'autre affaire que j'ai faite, c'est que j'ai refait quelques séances de rear tripod. Tu sais, quand on sert du trépied comme support arrière, ben j'ai comme fait quelques petites modifications sur mon setup dernièrement. Fait que j'essaie de le pratiquer un petit peu plus. Puis, ben c'est ça. C'est une position qui est quand même complexe, là. Je veux dire, tu mets un bag sur une plate en avant, t'as ça à contrôler, t'as le trépied à déplacer, Fait que pour être efficace dans les mouvements, puis essayer de... Parce que veux pas, ça te prend plus de temps. Là. Quand tu utilises un rear tripod, c'est bien beau côté stabilité, mais souvent, l'effet négatif, c'est que tu perds du temps là, à déplacer ton tripod. Fait que j'essaie de pratiquer à être efficace dans... De bien manager le temps puis le déplacement. Puis Ouais, tout comment ça, je là. commence, tu sais, comment je le tiens quand je commence, où est-ce que je le drop par rapport à moi. Fait que... Ben, c'est ça, tu parles tu sais, de technique, tu sais, mettons comme le tripod. ouais. Tu sais, c'est plus avancé. Puis d'un côté, ce qui est le fun avec la drill puis de pratiquer de même à sec, tu sais, de faire du dry fire, c'est d'essayer différentes. Tu sais, il y a un bon vieux Ah oui. dicton qui dit n'essayez pas des nouvelles choses dans un match là, la première fois. Absolument. C'est toujours vrai, c'est toujours d'actualité autant que possible. De l'autre côté, ben tu veux commencer à quelque part à pratiquer, à tirer avec un support arrière qui est un trépied, ben en dry. En drive. Puis ta technique, tu peux déjà la peaufiner. Tu n'as pas besoin de tirer réellement. Il va comme avoir 2 temps à ça. Peu Il importe faut la nouvelle l'essayer technique. avec du live fire, c'est sûr. Il Le, faut. le dry fire, ça peut pas remplacer tout. Non, c'est ça. Mais quand je parle de 2 temps, c'est que tu essayes un nouveau bag, un nouveau support, un nouveau bipied, que tu loads ou tu unloads une barricade, peu importe, ben, tu vas l'avoir à sec. Mais une fois que tu vas passer à feu réel, mettons une shot à 800 verges, il va y avoir d'autres aspects qui vont embarquer. Ouais. Puis là, on va pouvoir arriver vraiment dans les comparatifs finaux, mais déjà la base va avoir été faite, si on veut, à la maison, tu sais, qui va énormément accélérer le processus, puis te faire sauver des sous. Ben oui. Puis aussi de la frustration. À un moment donné, un gars veut faire des hits, fait que c'est un super bel exemple. Tu sais, là, ça s'est
beaucoup tranquillisé, mais tu sais, on parle de v'là presque 10-15 ans quand ça a commencé. Moi, je ne sais plus c'est quand j'ai commencé. Mais au début, les bagues étaient vraiment différents d'aujourd'hui. Ouais. Il y avait plus des billes de plastique, les fellers étaient différents. Puis un bel exemple, le monde se demande souvent, tu sais, tout le monde tirait avec un bag, on Ouais. s'entend. La question souvent, c'est quoi vous mettez dans vos sacs? Tu sais? Fait que là, on va rouler avec certains fillers, tu sais, du sable, des choses, du verre concassé, puis Mhm. des mix. Puis il y a du monde qui vont dire, oui, je vais essayer une recette. Bien, c'est ça. En dry fire, va checker, mettons, un bag que tu as acheté, compare-le avec un autre sac, mais en dry Si fire, tu avec l'aimes la pas Wabaza, là, tu l'aimeras pas non, en vrai. c'est ça. tu sais. Puis déjà, en dry, c'est surprenant. Au feeling, tu dis, ah, ça, c'est le meilleur bag, ça va être écœurant. Mhm. Tu vas te mettre à faire de la simulation avec. Tu vas te dire, il me semble que je suis tout le temps un peu sur le bord de sortir de la plate, tu sais, sur le poster, mettons. Puis là, Mm. tu prends un autre bag, hey, rapidement, tu le vois tout de suite, parce qu'on est tellement dans le détail que tu peux pas le voir comme ça. Il faut que tu l'essayes. Encore là, ça coûte pas une scène, puis rapidement, tu peux le savoir. Moi, Ben- quelqu'un qui veut me faire tester un bag, là, on le met sur une barricade, puis on va Exact. pouvoir dire, écoute, c'est bien, mais il y a place à Ouais, c'est ça. l'amélioration, ou good job, c'est ça qu'il faut. En tout cas, Ben, en fait, c'est un bon point que tu dis, c'est que je pense que ce qu'on parle d'entraînement de tir à sec, c'est valide pour autant que tu débutes, que tu commences, puis que ça touche à tout le monde. ça. Tu Là. sais, moi, là, en fait, quand j'ai commencé, là, honnêtement, j'en avais fait avant de tirer mon premier match parce que je m'étais inscrit, puis finalement, c'était dans la pandémie, puis ça a tout été annulé. Fait que tu sais, je m'étais renseigné, puis je m'étais fait un micro setup que, tu sais, dans le fond, je connaissais pas grand-chose, là. Mais j'avais expérimenté puis j'avais pratiqué au minimum des manipulations de base, tu sais, de rouler mon bolt, de certaines affaires, des rechargements, ce que j'imaginais qu'il pouvait avoir. Puis des positions debout, debout basse, puis à genoux, tu sais. Puis j'avais comme pratiqué un petit peu. Puis je suis convaincu que ça m'avait aidé à ma première journée. Puis tout au long de mon évolution, j'ai toujours continué à faire de l'entraînement comme ça de dry fire. Puis, ben c'est ça, quand tu commences, tu peux aller pratiquer certains trucs. Puis là, ben, où est-ce que nous, on est plus avancés, ou est-ce que plein d'autres sont aussi plus avancés, ben, je pense que c'est encore valide, puis c'est encore valable comme type d'entraînement. Les meilleurs au monde, ils en font. Ils là. en font. C'est un exemple. C'est sûr et certain. Je vais te donner par exemple. C'est pas juste en PRS, là, il y a plein de disciplines de tir que c'est pas nous qui avons inventé le dry fire, là, dans le sens que Mais c'est pas compliqué, c'est les de gars de pratiquer son Silhouette, sport les gars de à High quelque part. Power, les gars de IPSC, de USPRA, de toutes les affaires de pistoles, mettons, ils en font toutes. Non, mais ils en font toutes. Exact. C'est Puis ils deviennent des machines. c'est ultra formateur, là. Fait que peu importe ton niveau, en tout cas, ce que je voulais dire, ce que tu m'as fait penser, c'est que je pense que peu importe ton niveau débutant, intermédiaire, avancé, l'énergie et le sérieux que tu vas mettre à ton training en dry fire, tu vas être capable d'en ressortir quelque chose. Puis après ça, ben juste comme tu as dit aussi, l'expérimentation de nouvel équipement. Là, tu sais, Ah, c'est payant là, pour ça. Là. c'est- C'est un peu comme. C'est vraiment un peu l'art de le bencher sans te casser la tête. Là, Mhm. je veux dire. T'as de quoi essayer, essaye-le de même. Si déjà ça passe un genre de pré-test, c'est bon signe. Mais Hey, puis j'ai une autre affaire qui me revient en tête. Je parlais de mouvement de réticule, tu sais, au tir à sec. Là. Ouais. Bon, sur barricade, supporté, tu sais, même sans recul, on va observer un jump, un mouvement du réticule, des fois plus grand que d'autres quand on n'est pas au NPA. Mais Modified Prone, là, tu sais, comme avec Ouais. bipied puis sac arrière, je l'ai même testé, puis, tu sais, parce que nous autres, on va tirer avec des sacs souvent, là, en tout cas. Moi, je parle pour moi, là, mais mon rear bag, il est quand même mou. Tu sais, dans le sens que c'est un sac que je me sers comme rear bag, mais que je me sers aussi comme support avant. Un gars de bench rest, un gars de F-class, trouverait que nos sacs de rear support sont pas bons parce que... non, mais c'est vrai, eux autres, ils vont les compacter au bout parce que tu veux être à côté, tu veux être dans le point mort. La raison étant que quand tu vas tirer, tu veux pas que ton gun glisse vers le bas puis prenne le choix de Ouais. la moindre résistance puis descendre dans le bag, Ah, tu donc veux- fasse lever ton canon. Tu veux que ça traque droit. Là. Mais juste ça, si t'as pas la bonne pression, ton bag est trop mince, ta main est mal placée, juste probablement parce que moi, mon corps est habitué aussi à un vrai tir, le fait de l'espèce de relaxation naturelle de quand tu tires, ben si t'es mal bagué en arrière, tu peux voir ton réticule jumper en haut. Pas Ouais. beaucoup, là, c'est minuscule. Mais si tu le vois en tir à sec, sans qu'il y ait rien qui t'ait poussé, un coup que tu aurais tiré une vraie balle,
je suis prêt à gager que Ben, cette ça balle-là va- aurait été encore plus haute Ça que va le jump. agrandir le jeu, Ça en va réalité. agrandir. Puis, Parce que tu tu sais- induis du mouvement dans ton système Exact. en tir à sec. Ça veut dire que si tu induis un mouvement dans ton tir à sec, lorsque tu vas tirer pour vrai, c'est sûr que tu vas induire le même mouvement qui risque d'être décuplé. Exact. C'est pour... Fait que cette observation-là des micro-détails, peut-être plus avancés, mais si vous l'avez en tête quand vous faites votre training, ben tu vas aller en chercher des détails, tu vas aller en chercher une petite amélioration. Pour continuer avec ce que tu parles là, tu sais, si tu le fais une, 2 fois puis t'es pas sûr, ben des fois, moi, il y a des trucs bien simples. Fais-les 10-15 fois. Pas obligé de peser sur le trigger, là. Tu sais, les 15 fois d'affilée. Ce que je veux dire, c'est que le gros mouvement va venir du bolt. Puis enchaîne 10-15 fois ton target. Puis si une fois c'était pas assez, si après 15 fois c'est encore beau comme la première fois, fine. Mais en accumulant ça, les jeux vont accumuler. Même en bench, en pratiquant, en feu réel, on le voit. Tu sais. Ben oui. À un moment donné, moi j'appelle ça comme étirer ta lock. Au début, tu pars, tu es super stable. Boum, tu tires vite, tu triches un peu, tu te replaces pas à 100%, tu es replacé à 95. Boum, replacé à 90. Boum. Puis là, à un moment donné, façon de parler, tu es rendu à 10e balle. Un bel exemple, ça serait un true line, Ouais. mettons, pour, en compétition. Mais rendu aux dernières, c'est les targets les plus loin en général. Et c'est là qu'on peut laisser plus aller notre position par rapport au début, qu'on était super sur la coche. Parce que là, tu as le chrono, tu as la fatigue musculaire, puis tu sais, Puis c'est on a là le que ça stress. va C'est te là- biter le plus. Là, tu sais. C'est là que tu vas perdre plus facilement tes points, tu te relâches, puis c'est loin. La distance est loin, puis la marge d'erreur augmente. Fait que. Puis tu c'est me un fais bel penser exemple. à quelque chose aussi, tu sais. On parle des bienfaits, mais je pense qu'il y a quand même le danger que si c'est fait botché puis c'est fait tout croche, ben, tu bon peux- point. tu peux prendre des mauvais plis, puis ça, c'est clairement à proscrire. Là. Ouais. Tu peux prendre des mauvais plis, puis ben, dans le fond, c'est la même affaire. Tu sais, ce que j'allais dire, c'est que si tu prends pas l'habitude de faire des bons contrôles de détente puis des bons tirs à sec, ben, à quelque part, t'induis dans ta mémoire musculaire de slapper ton trigger ou de jerker ou de faire des mauvais trigger press, ben, à le faire botcher de même, ben, tu risques après ça de botcher ton tir réel, tu sais. Si, Fait que, puis si tu risques de recommencer à jerker ou tu sais, à flincher ou... Là, le gars, Étienne, va te dire, tu sais, on s'entend, ce bout de discussion-là, ça s'adresse plus à ceux qui commencent, mettons. Ouais, Tu sais, non, mais je veux dire quelqu'un même d'avancé. quelqu'un qui est intermédiaire puis qui vient qu'à faire, mettons, toujours la même drill ou toujours la même affaire, faire la même erreur. peut tomber dans « Ah, ben là, c'est rendu facile » ou tu sais... Bref, tu sais... Parce qu'après, c'est au match que ça va ressortir, tu sais. Puis je pense que, tu sais, rendu là, tu sais, si vous aimez pas ça, vous trouvez ça vraiment plate, puis tout, tu sais, faites-en pas parce que, tu sais, puis même là, je vais pousser plus loin, là, ça m'est arrivé, moi, des fois, une soirée, là, je descendais, puis genre, je voulais en faire 15 minutes, tu sais, puis après 5-6, là, j'arrivais pas, j'étais jamais à NPA, je devais être fatigué, je devais être brûlé, j'étais jamais bien placé, mon réticule, il jumpait tout le temps, bien placé. On s'entend, là, dans l'objectif que je me donnais de faire mes perfect shots, j'y arrivais pas. Après 5-6 shots, j'ai fait « Hey, sais-tu quoi? Tant qu'à piocher et à le faire, à pas être capable de le faire comme du Ouais, monde, exact. t'arrêtes. » Ouais. Puis je pense s'il y a des golfeurs qui nous écoutent, je suis sûr que c'est la même affaire. T'sais. Et j'avais déjà entendu ça d'un pro de golf. T'sais, quand tu joues bien, continue de jouer, puis quand tu joues mal, arrête. Là. Mais c'est un peu ça. T'sais. En training, tu veux pas inculquer des mauvais plis. Fait que quand que ça marche pas, puis ça va pas bien, je le range. Puis le lendemain, tu vois, le lendemain, j'arrive, je ramasse ça. Tu vois, tout feel bien, tout est correct. Fait que, tu sais, puis là, t'en prends des bonnes répétitions. T'sais. Puis quand t'es capable d'en faire des bonnes répétitions, j'en prends un petit peu plus pour inculquer cette motion-là parfaite que je veux m'éduquer à faire. T'sais. Fait que, oui, ça peut être un couteau à double tranchant, mais je pense que bien utilisé, c'est vraiment efficace comme façon de training. Là. Puis, je pense qu'on approche d'une heure. Non, mais dans le sens qu'on en fera un autre Ça après passe sur vite, quel pareil. genre de drill on peut faire en vrai tir, Ouais. en vrai live fire. Mais pour vrai de vrai, là, j'y pense, pas de préparation, rien, j'y pense. Il n'y a pas grand drill que je fais exclusivement en live fire que je fais pas en dry fire. Je
pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Il y a quelques drills que je fais, que j'ai en tête, qui me forcent à faire des corrections, à les voir et à les appliquer. Là. Que ça, tu peux pas le faire en dry fire. Là. Mais honnêtement, quand je m'en vais faire un training live fire, là, la majorité de ce que je vais pratiquer, c'est des affaires que je vais avoir faites en dry fire. Prendre une position, faire des transitions rapides, réacquérir un follow-up shot rapide. T'sais, le follow-up shot rapide, il est plus facile en dry parce que tu n'as pas ta gestion de recul. Exact. Mais je suis convaincu que si tu pratiques à bien le faire, à bien rouler ton bolt, à rester ton œil dans ton scope, les yeux ouverts, concentré à, quand tu vas venir pour le faire avec un vrai tir, toute cette mécanique-là va être inculquée, puis tu vas le faire quand même plus rapidement que si tu ne l'as pas pratiqué avant. Même si tu as eu le recul à gérer, puis que le gun a bougé, puis ça a tout. T'sais. Si tu sais comment faire un follow-up shot rapide, même si tu as bougé plus hors cible que tu pensais, je suis convaincu que tu es plus rapide à revenir sur la cible. C'est sûr, ça va ressortir. Un bel exemple, c'est, tu sais, on se le cache pas, on est au Québec, on peut pas, tu sais, on va souvent aux États-Unis, les gars, ils ont des ranges qui peuvent, tu sais, on parle beaucoup de dry fire, mais Tu as raison, le positionnel, on peut rien faire au Québec dans À le la range. Puis on base- aurait peut-être dû le dire au début du podcast, Ouais. mais c'est probablement la. Tu sais, on parle tout le temps de prendre une position, mais c'est ça, on parle de PRS et ça, ça. on peut pas dans C'est- un range civil. c'est que de la d'un merde. côté, tu es en train de tirer à feu réel. Mettons, au Québec, on va parler de Valcartier, Ouais. OK, qui est possible. Mais c'est pas Il tout y a le monde beaucoup qui a de la matchs. chance d'aller s'entraîner à Valcartier. Non, c'est Il y a ça. quelques matchs par année. Puis tout ce qui est, mettons, du côté privé, bon, ben ça reste qu'officiellement, on peut pas. Après ça, on va dire, OK, on va aller aux États-Unis compétitionner contre, mettons, des Américains. La réalité étant que il y a certains clubs que c'est tout simplement à l'année, tu peux tirer sur barricade, faire notre sport, puis tout. Ce qui n'est pas notre cas. Fait que d'un côté, oui, le dry fire, c'est une façon de s'entraîner, puis tout. C'est une façon de se préparer à réussir à, si on pourrait appeler ça, fighter contre des gars. Il y en a qui vont en faire aussi du dry fire aux États. Il y en a qui vont combiner les deux. Ah oui. Il y en a, surprenamment, il y a beaucoup d'Américains aussi, différents niveaux. Là, tu sais. Ils vont juste faire les matchs puis juste tirer. Mais moi, c'est quelque chose que je me suis aperçu quand j'ai commencé à aller aux États, c'était le plus-value d'avoir fait beaucoup de drive fire. C'est que des fois, si on veut, on compétitionne contre des gars, ça fait 2-3 ans qu'ils en font. Puis là, on arrivait un peu sorti de nulle part. Puis déjà, on livrait de quoi de bien. On était compétitif. Pourquoi? Parce que ta Parce que technique est là, puis ta technique, tu peux la C'est pratiquer. ça. La technique était bonne, puis tout. Puis, en gros, tu arrivais avec une bonne technique, une bonne dope card, puis tu étais dans le game. Exact. C'est ça. Puis, toutes ces heures-là faites en dry avant, ben ça a été une économie sur le terrain, Parce puis ça que, permet d'être dans le game. tu sais. Tu sais, oui, tu as l'expérience des matchs, la gestion mentale, la gestion du vent, la gestion des corrections. Tu sais, C'est il y a sûr. plein d'affaires à apprendre à aller en match. Là, tu sais. Le dry fire, c'est pas la seule solution, mais Mais c'est un Mais outil les non matchs, puis je suis négligeable. convaincu que les matchs de haut niveau, les top matchs pro, se gagnent. C'est la technique. Ben. Ça se gagne. Les gars, ils fightent pour 1, 2, 3 points sur un match de 2 jours qui va faire environ, mettons, 200 points. OK? On fait un chiffron. À la fin, t'en as un qui a 191, l'autre il a 192. Après 200 balles, il y a quelque chose, là. Tu sais, oui, il y a un élément, peut-être de l'environnement qui a fait une différence pour un point, mais à un moment donné, ça peut être juste qu'il a slappé son trigger. Ça peut être, tu sais, Puis honnêtement, quand tu fou, te mets à là. t'analyser, là, quand tu te mets à t'analyser puis t'es honnête avec toi-même, là, des matchs où est-ce que je fais, sur 100 balles, je fais 100 trigger press parfait, je n'ai pas encore fait. Moi Si non je suis plus. honnête avec moi, j'ai pas fait de match complet. Puis j'ai gagné des matchs. J'ai pas fait de match complet avec que 100% de taux de trigger press parfait. Fait que tu sais, il y a toujours place à amélioration. Puis ça se pratique avec le dry fire. Écoute, je pense qu'on a fait un pas pire on a tour. fait un bon tour. Écoute, s'il y a de quoi, on fera Quand même un heure qu'on jase de dry ouais, fire. je sais pas comment ça va sortir. Moi, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Ça peut être intéressant un peu pour tout le monde. Puis, il y a En quand espérant même beaucoup de que- contenu, là. Ouais, mais j'espère qu'en audio aussi, tu sais, quand on parle de drill puis tout, j'espère qu'on réussit à
à bien imager. Mais s'il y a de quoi, comme d'habitude, gênez-vous pas, écrivez-nous, on est disponible. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous voudriez qu'on couvre, faites ça vite parce qu'on on arrête du retour à faire là, demain. Fait que on a besoin d'un autre sujet. Non, mais On va en trouver un. je blague. Fait que en espérant que vous allez l'aimer celui-là aussi. Puis comme on dit toujours, en espérant vous croiser sur un range. Peut-être pas celui-là, hein? Non, pas celui-là non plus. Un petit coup de fouette encore, tiens.